Elle ne pleurait pas. C'était ça le plus troublant. Ramata était assise au milieu de la cour, dos droit, mains à plat sur les genoux, les yeux fixés sur un mur qu'elle ne voyait plus. Parce que ce que Moussa lui avait caché depuis des semaines n'était pas le genre de chose qui fait pleurer. C'était le genre de chose qui change tout, silencieusement, définitivement. Et pendant ce temps, dans la 3e maison de la concession, Nadia serrait dans ses mains quelque chose de petit, de blanc, de positif. Un secret que même Moussa ne connaissait pas encore. Ce soir, la concession Banda allait trembler. Ce 2e matin d'école de Kofi, la concession se réveilla comme d'habitude. Les coqs chantèrent. La fumée du charbon s'éleva depuis la cuisine d'Adja. Le vieux manguier laissa tomber une feuille, une seule, sans bruit, sur la terre rouge. Mais quelque chose avait changé. Voici ce que peu de gens savent sur les familles polygames, sur les concessions où plusieurs femmes partagent le même homme et le même quotidien. Le vrai danger, ce n'est jamais les mots. Le vrai danger, c'est le silence. Ce silence particulier qui s'installe entre deux personnes qui savent qu'une vérité va devoir être dite et qui attendent toutes les deux que ce soit l'autre qui commence. Ce matin-là, ce silence était assis entre Adja et Ramata comme un 3e personnage dans la cour. Adja le sentait, Ramata aussi. Aucune des deux ne dit rien. Moussa rentra à 7 heures, avant que les enfants partent à l'école, ce qui n'arrivait jamais. Moussa était chauffeur de taxi, il partait toujours à 5 heures du matin. Alors quand sa silhouette apparut dans le portail, les 3 femmes le virent en même temps. Adja fronça les sourcils, inquiète. Nadia rentra dans sa maison sans un mot. Ramata posa son peigne et attendit. Moussa traversa la cour, parla à Adja à voix basse, trop basse pour que Ramata entende. Mais Ramata n'avait pas besoin d'entendre. Elle voyait le visage d'Adja. Elle voyait comment quelque chose de soulagé, de profondément soulagé, s'installait dans ses traits. Et ça, c'était suffisant. Dans les rues de Tankoro, Kofi marchait, sérieusement. Adja à côté de lui semblait légère, plus légère qu'hier, comme si quelque chose qu'elle portait depuis longtemps venait enfin d'être posé par terre. Kofi remarqua. Il lui demanda pourquoi elle marchait comme quelqu'un qui avait trouvé de l'argent par terre. Adja éclata de rire et lui dit que c'était exactement ça, que parfois dans la vie, on trouve de l'argent par terre et qu'il faut savoir le ramasser sans faire semblant de ne pas le voir. Kofi réfléchit 30 secondes, puis lui demanda si c'était une vraie histoire d'argent par terre ou une de ces histoires de grandes personnes où l'argent ne veut pas dire l'argent. Adja le regarda longuement et murmura que, décidément, ce garçon allait la surprendre toute sa vie. Dans la classe de M. Conan, Kofi avait pensé toute la nuit à quelque chose. La veille, M. Conan avait écrit une phrase au tableau, une phrase que tout le monde avait recopiée sans la questionner, sauf Kofi. Il l'avait relue 3 fois, et quelque chose dans sa tête, calme, certain, parfaitement logique, lui avait dit que c'était faux. Toute la nuit, il s'était demandé « Est-ce qu'on a le droit de dire à un maître qu'il a tort ?» Ce matin, M. Conan écrivit la même phrase au tableau, se retourna, demanda si tout le monde avait compris. 22 têtes hochèrent, le hochement universel de l'enfant qui n'a pas compris, mais qui a encore moins envie de le dire. Et là, dans le silence, une toute petite voix s'éleva. « Kofi ». Il ne leva pas la main d'abord. Il dit juste poliment, clairement « Monsieur, je crois qu'il y a peut-être une erreur ». Le silence qui suivit était d'une qualité différente. C'était le silence de 22 enfants qui retiennent leur souffle en même temps. Yaya ferma les yeux à côté de lui. Monsieur Conan se retourna lentement, très lentement, et regarda Kofi. Il lui demanda de répéter. Kofi répéta, mot pour mot, sans baisser les yeux. Monsieur Conan s'approcha, règle en bois dans la main, s'arrêta devant son pupitre, se pencha. Il lui dit « Tu me demandes à moi, Monsieur Conan, 30 ans d'enseignement, des médecins, des avocats, des ingénieurs formés dans cette ville, tu me demandes, toi, 5 ans, là depuis hier, de vérifier ce que j'ai écrit ?» Kofi ne clincha pas les yeux. Il dit « Oui, monsieur, parce que si c'est juste, ça ne coûte rien de vérifier, et si c'est faux, c'est mieux pour tout le monde. » C'est là que ça devient vraiment fascinant. Monsieur Conan se redressa, se retourna vers le tableau, regarda sa phrase, prit le chiffon, effaça, réécrivit, se retourna vers la classe et dit « Banda a raison ». Puis, 2 secondes, « La prochaine fois que tu veux corriger ton maître, tu lèves la main d'abord ». Yaya laissa échapper un son minuscule, entre un soupir et un rire, qu'il étouffa immédiatement dans sa main. Voici ce que peu de gens savent sur la colère des femmes qui ont de la dignité. Elles ne crient pas, elles ne brisent pas les assiettes, elles ne claquent pas les portes. Elles cuisinent.
Ramata fit la cuisine ce soir-là, avec une précision chirurgicale. Parce que Ramata avait passé la journée à collecter des informations. Un mot ici, un silence là, un regard de trop. Et elle avait reconstitué le puzzle. Moussa avait promis à Hadja de prendre en charge la totalité des frais scolaires de Kofi. Livres, uniformes, fournitures, jusqu'au baccalauréat. Une promesse faite 3 semaines avant, dans le dos de Ramata, sans lui demander son avis. Ce n'était pas l'argent qui faisait mal, c'était l'invisibilité. La confrontation eut lieu dans la cour. Elle eut lieu à voix basse, dans leur chambre, porte fermée, pendant que les enfants dormaient. Ramata dit ce qu'elle avait à dire, clairement, calmement, une fois. Elle dit qu'elle n'était pas contre que Kofi réussisse, que si Ibrahim et Fatou, ses enfants à elle, avaient le même traitement, elle n'aurait rien à dire, et que si ce n'était pas le cas, elle allait devoir prendre un certain nombre de décisions. Elle n'expliqua pas lesquelles. Elle n'avait pas besoin. Moussa la regarda longuement et dit qu'il comprenait. Nadia ne dormait pas. Elle était assise dans le noir, Kofi endormi à côté d'elle, et elle écoutait les voix étouffées de la chambre de Ramata. Elle savait que la promesse de Moussa allait coûter quelque chose, pas directement à elle, pas encore, mais dans une concession, ce qui coûte à l'une finit toujours par coûter à toutes. Elle regarda son enfant endormi. Kofi serrait encore dans sa main le crayon rouge de Nadia, même dans son sommeil. Et c'est là que la caméra nous amène dans la 3e maison, celle de Nadia. Assise par terre, dos contre le mur, genoux contre la poitrine, devant elle, sur le sol, un petit objet blanc. Un test de grossesse. Positif. Nadia Banda était enceinte. Elle resta là sans bouger, à écouter la concession dormir autour d'elle, sans se douter de rien. Demain, tout allait changer. Pour elle, pour Ramata, pour Hadja, pour Moussa. Et peut-être, d'une façon que personne n'aurait pu prévoir, pour le petit Kofi et son crayon rouge. La semaine prochaine, Ramata découvre la grossesse de Nadia avant tout le monde. Moussa ne sait pas, Hadja ne sait pas, mais Ramata, elle sait. Et dans cette concession, une femme qui sait quelque chose que les autres n'ignorent encore, c'est la femme la plus dangereuse de toutes. À la semaine prochaine, sur Le Fils de Destin.